Bonjour à tous et à toutes, ou bonsoir en fonction de quand vous nous écoutez. Euh, Chevalier Divin va vous expliquer quelle est la dynamique entre les trois pouvoirs, c'est-à-dire les équipages Yonko, les grands corsaires et la marine. Mais avant toute chose, il faut que je vous explique pourquoi les rapports de puissance sont importants, pourquoi il est important de débattre des rapports de puissance. On entend beaucoup de gens sur Internet dire que oh mais non, mais débattre des rapports de puissance, c'est enfantin, c'est inutile. La vérité sur ces gens-là, c'est qu'ils ne maîtrisent absolument pas les rapports de puissance. Et pour cacher le fait qu'ils ne maîtrisent pas ce sujet, ils viennent nous dire que c'est inutile. Voilà, c'est une technique de manipulation psychologique en gros. Euh, Ces gens-là sont d'ailleurs d'anciens pro-amiraux, hein, généralement, pas tous, mais pour certains, ou bien d'anciens pro-Mihawk, pro-Garp aussi, qui se sont rendus compte que leur théorie était complètement fumeuse, et donc sont devenus des anti-puissances, si on peut appeler ça comme ça. Bon, maintenant, je vais développer du coup pourquoi c'est important. Eh bien, c'est très simple. One Piece, que vous le vouliez ou non, est un manga de combat. Ou du moins, il y a des sagas qui sont des sagas de combat, qui sont très importantes. C'est-à-dire que pour résoudre les problématiques de One Piece, c'est par le combat que ça se fait. Pas par la diplomatie. Pas par la pêche. D'accord C'est par les combats. Pour comprendre One Piece, que ce soit le passé, le présent ou l'avenir de One Piece, il faut donc comprendre les rapports de puissance. C'est aussi bien que ça. Je vais essayer d'estimer la puissance de chacun des équipages Yonko. Pour ce faire, il faut se poser les 7 questions suivantes. La première, est-ce que les empereurs se valent? La deuxième, un empereur égale combien de premiers commandants? La troisième, les premiers commandants sont-ils équivalents? La quatrième, quel est l'écart entre un premier commandant et un deuxième commandant? La cinquième, que vaut en puissance un troisième commandant? La sixième question, la marine vaut combien d'équipages Yonko? Et enfin la septième et dernière question, un amiral contre un commandant, qui gagne? Chevalier Divin vous expliquera ensuite quelle est, enfin, quelle est la puissance réelle de la marine, qui est donc un des trois grands pouvoirs, et celle des grands corsaires. Et bien pour le coup, on va répondre à chacune de ces questions. On va commencer par la première question. Est-ce que les empereurs se valent? Eh bien, Eiichiro Oda a dit que Shanks a progressé jusqu'à devenir l'égal de Barbe Blanche, de Kaido, ainsi que de Big Mom. S'il devient l'égal des trois, c'est que Barbe Blanche, Kaido et Big Mom sont équivalents. On va faire une allégorie, une comparaison si vous préférez, avec le football. Tu ne peux pas être l'égal à la fois de ton petit frère de 12 ans et à la fois de Cristiano Ronaldo. Et bien ici c'est la même chose. Donc ça c'est pour la première question. Les empereurs se valent-ils? La réponse est oui. La deuxième question qu'il faut se poser. Un empereur vaut combien de premiers commandants? Donc maintenant, a-t-on déjà eu un combat opposant un premier commandant à un empereur? Eh bien, on a Big Mom qui, sur Onigashima, étrangle Marco comme Homer avec Bart. Là, on voit bien que l'écart de puissance entre une impératrice, je suis bien l'empereur, et un second est énorme. Autre exemple, Luffy à Wano Kuni lors de son premier combat contre Kaido. Luffy, à ce moment-là, a le niveau d'un premier commandant d'empereur, puisque sur Whole Cake, il a vaincu Katakuri, mais avec une difficulté extrême. Et bien, ce Luffy-là, alors c'est vrai qu'il a mis quelques coups à Kaido quand même, qui l'a mis mal, hein, mais il se fait quand même one-shot par Kaido. Alors attention, parce que le one-shot entre un empereur et un premier commandant n'est pas systémique. Mais là, dans ce cas précis, il y a eu un one-shot. Ensuite, Eustace et Trafalgar Waterloo ont combattu Big Mom en 2 contre 1. Kid et Law, enfin Law, on remarque bien d'ailleurs que ses caractéristiques sont très similaires à celles de Katakuri. C'est-à-dire qu'ils ont une vitesse similaire, un kit d'observation similaire, etc. Donc on peut en déduire qu'il est au niveau d'un premier commandant et qu'il étant présenté comme son égal également. Et ils ont battu Big Mom avec une difficulté extrême. On peut donc déduire qu'un empereur vaut plus ou moins 2 premiers commandants. Voici la quatrième question.
Quel est l'écart de puissance entre un premier commandant d'une part et un deuxième commandant d'une part? Tout d'abord, faisons une liste des deuxièmes commandants. Ace, Aokiji, le deuxième commandant de Barbe Noire, même si il y aura une trahison, ça on verra bien. Sanji est le deuxième commandant de Luffy, et Crocodile semble être le deuxième commandant de la Cross Guild, bien que pour le coup, pour la Cross Guild, c'est effectivement, comme je l'ai dit, un cas particulier. Eh bien, on sait que l'écart de puissance entre les deux premiers commandants n'est pas énorme, car Oda insiste sur la rivalité qu'il y a bien souvent entre un premier commandant et un deuxième commandant. Dans l'équipage de Kaido, King et Queen sont présentés comme des rivaux. Exemple plus clair, chez les Mugiwara, Zoro et Sanji sont présentés comme des rivaux. Donc, on peut en déduire que l'écart entre un premier commandant et un deuxième commandant n'est pas énorme. Pour rappel, j'ai chiffré un empereur à 1000, un premier commandant à 500. On peut donc chiffrer un deuxième commandant à 490. Peut-être un peu plus, peut-être un peu moins. Que valent les troisièmes commandants en termes de puissance? Tout d'abord, qui sont les troisièmes commandants? Jose est le troisième commandant de Barbe Blanche. Yasop, le père de Usopp la fraude, est le troisième commandant de Chanteloro. Jacques est le troisième commandant de Kaido. Cracker est le troisième commandant de Big Mom. Alors, par contre, pour Barbe Noire, on ne sait pas qui est son troisième commandant. Alors, on imagine que c'est Banogre. Que valent-ils? On ne sait pas trop, en fait, parce que si on se base sur les Doriki, on n'a pas d'éléments. Alors, certains pensent que les troisièmes commandants sont beaucoup plus faibles que les deux premiers, en se basant sur les Doriki, justement, qui mettent Bruno à 820 et Jabura à 2180. Ce que les gens oublient, c'est que Bruno n'est pas le troisième commandant, c'est un vice-commandant. Il n'y a pas de troisième commandant dans le CP9, donc cet argument est mauvais. Maintenant, quand on observe bien les caractéristiques des troisièmes commandants, on se rend compte que, effectivement, l'écart entre eux et les deuxièmes commandants n'est pas énorme. Alors, certains me diront que le Luffy qui a vaincu Cracker était en galère contre Katakuri, ce qui prouverait la large supériorité des premiers commandants sur les troisièmes commandants. Or, si Luffy a vaincu Cracker, c'est bien à l'aide de Nami. Sans elle, il aurait perdu. De plus, il faut bien souligner que Katakuri était le contre parfait de Luffy, en fait. Parce que Katakuri est particulièrement rapide, chose que n'était pas trop avant de passer en Snake Man. Donc il n'était pas assez rapide pour rivaliser avec Katakuri. Donc il était fait pour se faire fumer, en fait, à ce moment-là. Donc un troisième commandant est supposément proche d'un deuxième commandant, puisque comme on le verra dans les questions suivantes, sur Marineford, le premier commandant peut rivaliser avec un amiral, le deuxième également, mais si le troisième ne peut pas le faire, ou ne peut pas au moins le tenir, eh bien, il n'y a pas d'équilibre mondial. Mais ça, je vais développer dans les questions suivantes. Et Chevalier Divin développera quand il parlera de la puissance de la marine, puis de la puissance des 7 grands corsaires. Un premier commandant peut-il rivaliser avec un amiral? Oui, on a bien vu dans le manga, Marco a rivalisé avec Kizaru. Et non, Marco ne s'est pas fait one-shot par Garp. Garp n'a fait que le repousser. Et vous le savez très bien, cet argument est un argument de mauvaise foi, vous le savez. Non, Akainu n'a pas battu tous les commandants. Il a juste battu Curiel. Hein. Le fait qu'il veuille les combattre ne prouve pas qu'il peut les égaler. Si je vais sur le ring avec Muhammad Ali Prime plus Mike Tyson Prime, ça prouve pas que je peux les égaler en 2v1. Vivre Card, écrit par Oda pendant 10 ans, d'accord, Marco a rivalisé avec les amiraux. Et non, Oda n'était pas bourré quand il a écrit les Vivre Card. Enfin, quoique. Mais enfin, jusqu'à preuve du contraire, elle ne l'était pas. Hein. Donc, arrêtez votre mauvaise foi, je vous prie. Deuxième question subsidiaire, un deuxième commandant peut-il rivaliser avec un amiral? Je vous ai expliqué que la différence entre un premier et un deuxième commandant n'est pas énorme, donc oui. D'ailleurs, exemple pratique, Ace a blessé Aokiji en un seul coup, un petit coup. Voilà. Et certes, Akainu a one-shot Ace, mais Akainu le dit lui-même, c'est car le magma consume les flammes. Troisième et dernière question subsidiaire, un troisième commandant peut-il rivaliser avec un amiral? Eh bien, Barbe Blanche a envoyé Jose combattre Aokiji. Jose avec un petit coup d'épaule, parce que c'est pas du tout son attaque spéciale, d'accord, il a blessé Aokiji.
Oui, mais Aokiji a one-shot Jose. Oui, mais il a pris par derrière. Oui, mais c'est pas une excuse. Pourquoi cette excuse, elle marcherait que quand ça vous arrange? Et ben en fait, c'est très simple. Ce que vous oubliez, c'est que Jose ne pouvait pas utiliser son acquis d'observation à ce moment-là. Contrairement à d'autres combattants, en fait. Pourquoi elle ne pouvait pas l'utiliser? Eh bien, c'est très simple. Sur Whole Cake, Katakuri explique bien que un individu en état de choc ne peut pas utiliser son acquis d'observation. Mais pourquoi Joe il serait en état de choc? Eh bien, c'est très simple. Parce que Barbe Blanche voulait d'avoir juste avant une crise de cœur. Il suffit d'aller lire le manga. C'est pas compliqué. Et arrêtez de prendre des preuves de l'animé. L'animé n'est pas canon. On avait à l'époque 3 pouvoirs stables. Il y avait une stabilité et une paix mondiale car aucun de ces 3 pouvoirs n'avait l'ascendant sur l'autre. Aucun de ces 3 pouvoirs n'avait la puissance nécessaire pour dominer les autres pouvoirs. C'est pour ça qu'on avait une stabilité et une paix mondiale car il n'y avait pas de guerre. Car si tu rentrais en guerre contre un autre pouvoir, tu prenais le risque de perdre. Pour expliquer plus simplement, imaginons 3 poids sur une balance. Si les 3 poids sont équivalents, on aura un équilibre et une stabilité. Par contre, si un poids est bien supérieur ou bien inférieur aux autres poids, il n'y aura plus de stabilité. Et c'est donc pour ça que la marine équivalait à un équipage Yonko. Car si la marine équivalait à 4 équipages Yonko, elle aurait pu s'occuper de tous les équipages Yonko très facilement. En prenant en compte le fait que les équipages Yonko ne soient pas liés, elle aurait pu s'occuper des 4 équipages Yonko l'un après l'autre. Bien sûr, tout ceci est impossible car la marine met des primes sur les pirates, car elle n'a pas la puissance nécessaire pour tous les capturer. Imaginons que tu sois le grand dirigeant d'une entreprise qui marche super bien. Tes ouvriers font un travail remarquable. Pourquoi tu paierais d'autres ouvriers alors que tes ouvriers font un travail remarquable? Ce n'est pas logique. C'est exactement la même chose pour la marine. La marine ne s'amuse pas à gaspiller son argent. Donc dans cette vidéo, je vais essayer de simplifier les rapports de force et vous les expliquer le plus simplement possible. Globalement, on va juger les plus puissants de chaque camp. De mon côté, je vais quantifier les 2 pouvoirs qui sont la marine et les Shichibukai. Donc dans un premier temps, on va jauger les 5 amiraux puissants. Et pour les Shichibukai, on va seulement noter les 7 corsaires. Voilà, l'idée c'est qu'on va noter les plus puissants de chaque camp. Pour commencer, on va mettre les YC1 à 500. Comme on le sait tous, Marco a fait jeu égal avec les amiraux. Source officielle Vivre Card. Et donc, les amiraux qui ont le même niveau, on va leur mettre 500 aussi. Donc c'est parfait, YC1 égale amiral égale 500. Pour déjà jauger le niveau de puissance de la marine, on va multiplier 500 x 5. Car on a 5 amirals puissants. On a le chef amiral, on a le vice-amiral Garp, et on a les 3 autres amiraux. On va me dire mais il y a Garp est spécial. Mais le problème c'est que la force armée la plus puissante de la marine est les 3 amiraux. Et donc Sengoku et Garp ne sont factuellement pas plus puissants que les 3 amiraux. C'est directement les mots de l'auteur. Il affirme que les 3 officiers les plus puissants de la marine sont les 3 amiraux. Le niveau maximum de Garp vieux est Aramaki. Donc on va partir du principe que Garp a tout de même le même niveau que les 3 amiraux. Maintenant nous allons passer aux Shichibukai. Alors comme on le sait tous, on a 7 Shichibukai. Les Shichibukai, je les situe entre le niveau vice-amiral, vice-commandant et amiral-commandant. Étant donné qu'ils ont toujours été mis sur un piédestal, je mets les 6 premiers Shichibukai au même niveau. Le problème avec les 7 Shichibukai, c'est qu'on n'a pas vu un seul des 7 Shichibukai ne serait-ce que rivaliser avec un commandant. On n'a jamais vu Doflamingo ne serait-ce que rivaliser avec un commandant ou un amiral. Donc voilà. Les Shichibukai, c'est en dessous du commandant, mais c'est au-dessus du vice. Cependant, on ne sous-cote pas les corsaires. Hancock l'affirme, ils nous ont recrutés pour notre puissance, donc ils sont puissants. Parce que bien sûr, 7 vice-amiraux ou 7 vice-commandants n'ont pas le niveau d'un équipage Yonko ou de la marine. 7 Momonga ne valent pas un équipage Yonko. Par contre, mettre les 7 Shichibukai au niveau commandant n'est factuellement pas possible. Car on a la marine qui, avec 5 niveaux commandant amiral, a le niveau d'un équipage Yonko ou a le niveau des 7 grands corsaires. Donc avec 7 niveaux commandant amiral, les Shichibukai seraient beaucoup plus puissants. Donc les 7 Shichibukai ne peuvent pas avoir le niveau YC1. Ils ne peuvent pas avoir le niveau vice-amiral, ils sont pile entre les deux. Pour jauger de la meilleure manière l'écart qu'il y a entre un vice-amiral et un amiral ou un vice-commandant et un commandant, on va calculer l'écart à l'aide des Doriki. Kokuro ne note pas essentiellement la force, mais la puissance. Il le dit de ses propres mots, je vais noter vos niveaux individuels. Kaku serait l'équivalent d'un YC1 et Kokuro serait l'équivalent d'un YC6. Étant donné qu'on sait que le YC1 est égal à l'amiral, on pourra reproduire le même schéma pour les amiraux et les vice-amiraux. Dans ce Doriki, on voit que globalement, le top commandant est 2,75 fois plus fort
que le commandant plus faible. Kaku est 2,75 fois plus fort que Kukuro. On a simplement à mettre 2200 divisé par 800 et on obtient 2,75. Donc globalement, 2 Kukuro et demi valent un Kaku. Voilà ce que représente l'écart entre un vice-commandant et un commandant. Voilà ce que représente l'écart entre un vice-amiral et un amiral. Maintenant, on va prendre le YC1 amiral et le diviser par 2,75. On obtient une unité de 181,8 et donc là, on a le niveau vice-amiral, vice-commandant. Donc tous les vice-amiraux, vice-commandants, on les situe à 181. Donc vice-commandant, vice-amiral 181, top commandant, top amiral 500. Comme je vous l'ai dit, les Shichibukai sont un niveau intermédiaire entre les niveaux commandant amiral et le niveau vice. Pour situer les corsaires, on va prendre le juste milieu entre 181 et 500. On laisse bien sûr le meilleur épéiste au monde, Mihawk, à la fin. On va prendre les 6 Shichibukai. Et on tombe sur un résultat de 340. Donc les 6 Shichibukai hormis Mihawk sont à un niveau qui est de 340. On les additionne et on tombe sur 2040. On a un résultat de 2040. Et donc pour terminer, il nous manque un personnage pour jauger le niveau des corsaires. Et on va tout simplement faire 2040 moins 2500. Et on tombe sur un résultat parfait de 460 pour Mihawk. Donc on aurait un Mihawk qui est un peu plus fort que les Shichibukai grâce à ses résultats exceptionnels. Certes, avec 460, il est un peu en dessous des YC1 et des commandants amiral, mais c'est pas grave. Avec toute la gentillesse qu'on a, on le met à 500. On n'a rien vu, il est à 460, mais on va mettre Mihawk à 500. On va dire que les Shichibukai seraient une force un peu plus puissante que les autres pouvoirs. Et donc on met bien Mihawk à 500. On aurait un total du coup de 2540 pour les Shichibukai, 2500 pour la marine et 2479 pour un équipage Yonko. Voilà l'équilibre des forces. Il n'y a pas d'énorme écart. On va me dire que Mihawk est spécial, que c'est le rêve de Zoro, etc. Mais je vais faire très simple. À l'époque, il n'y avait que 3 pirates qui avaient le niveau de Barbe Blanche. Shanks, Big Mom et Kaido. 3 pirates, pas plus. Bien sûr, on va me dire que les Shichibukai ne sont pas des pirates, mais c'est totalement faux, les Shichibukai sont des pirates. Mihawk est donc inclus dans les paroles de Garp et n'a factuellement pas le niveau Yonko. Beaucoup les voient comme les chiens du gouvernement, mais ça reste avant tout des pirates. Mihawk en tant que grand corsaire n'est factuellement pas plus puissant qu'un amiral. Robin l'affirme, les 3 amiraux sont la force la plus puissante du gouvernement mondial. Après l'incident d'Ohara, elle a été poursuivie toute sa vie. S'il y a bien une femme qui connaît parfaitement le gouvernement mondial, c'est Nico Robin. Elle connaît les Shichibukai, elle connaît la marine, elle connaît le gouvernement mondial. Elle est parfaitement placée pour mesurer la puissance du gouvernement mondial. Voilà pourquoi son maximum est de 500. 500 est donc le maximum que je peux attribuer à Mihawk. Si je mets plus de 500 à Mihawk, on aura une force qui est bien trop supérieure aux autres pouvoirs. On n'aurait plus de stabilité mondiale, avec un pouvoir qui serait bien au-dessus. Bien évidemment, les paroles de Robin ne prennent pas en compte le Gorosei, puisque Nico Robin sur Egghead avait la transformation de Singe Garcia Saturne et était totalement choquée. Elle était choquée puisque les Chevaliers Divins et les Gorosei constituent la face cachée du gouvernement mondial. La marine constitue la face publique, Nico Robin parlait de la face publique. Zoro n'est pas devenu l'un des meilleurs épéistes au monde après Onigashima. Après Onigashima, il est resté épéiste, alors qu'il y a d'autres épéistes comme Vista, Mihawk et Shanks de l'époque qui font partie des meilleurs épéistes au monde. On va me dire que Vista fait partie des meilleurs épéistes au monde via sa réputation, c'est totalement faux, puisque Roronoa Zoro a battu King et devenu un second empereur. Il est le second Yonko d'un personnage qui a battu Kaido, une créature exceptionnelle. Zoro en tant que YC1 de Monkey D. Luffy a de facto une plus grande réputation que Vista, et cependant Vista reste un meilleur épéiste. Pour Mihawk ce serait de la puissance et pour Vista ce serait de la réputation. Il faut choisir, One Piece c'est pas un supermarché. Vista fait partie des meilleurs épéistes au monde. Shanks de l'époque faisait partie des meilleurs épéistes au monde. Mihawk fait partie des meilleurs épéistes au monde. Ces 3 personnages-là sont au sommet de l'escrime mondial. Ils font partie des meilleurs épéistes au monde. Ce qu'il faut comprendre, c'est que Zoro, après Onigashima, King et Fujitora ne font pas partie de cette élite. Pourtant, Vista, qui est moins puissant que ces personnages, fait partie des meilleurs épéistes au monde. Zoro sur Onigashima a battu King à l'aide de son Haki des rois. Il aurait dû, après cette victoire, devenir l'un des meilleurs épéistes au monde. King n'est qu'un épéiste. Il ne fait pas partie de l'élite des épéistes. Imaginons que tu sois un boxeur. Tu affrontes un grand boxeur et tu le bats. Tu le bats avec un uppercut exceptionnel. Normalement, d'office, tu devrais être catégorisé comme un grand boxeur.
Cependant, Zoro avec du Haki des rois et en battant King n'est pas devenu l'un des meilleurs épéistes au monde. La raison est simple. King n'est pas un grand épéiste et le Haki des rois n'est pas catégorisé comme une compétence d'escrimeur. La raison est simple. Si tu bats Mike Tyson avec un uppercut, forcément tu vas devenir un grand boxeur. Par contre, si tu vas en MMA et que tu bats un grand combattant de MMA en n'utilisant pas une compétence de boxeur, tu ne seras pas un grand boxeur. Voilà ce qu'on a eu sur Onigashima. King n'est pas un grand épéiste. De toute façon, c'est dans les titres. Shanks de l'époque faisait partie des meilleurs épéistes au monde. Cependant, il n'est pas devenu le meilleur épéiste au monde. Après ses affrontements avec Mihawk, il a évolué jusqu'à atteindre le stade de Yonko. Si la puissance de Shanks serait définie uniquement via ses qualités d'escrimeur, il aurait dû devenir le meilleur épéiste au monde. Sauf qu'il a atteint un niveau supérieur à Mihawk, c'est-à-dire le niveau Yonko, sans devenir le meilleur épéiste au monde. La raison est simple. S'il n'a pas évolué en tant qu'escrimeur, il a tout simplement évolué en maîtrise de Haki. Dracul Mihawk n'est plus l'ennemi de Zoro. Je sais que c'est dur, mais c'est officiel. Bon, si t'as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à liker et t'abonner. N'oublie surtout pas, la justice l'emportera.